Bonjour et bienvenue chers amis sur la chaîne dédiée au site mécaniqueuniverselle.net. Pardon. La chaîne qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. Je suis en train de voir si... Oui, c'est bon, parfait. Si le micro est bien branché. Voilà. Donc, nous construisons, sans le savoir encore, on l'ignore encore, un état de perfection pour nos futurs descendants. On construit le paradis pour nos futurs descendants. Alors, il faudra encore quelques siècles d'évolution. On voit bien que l'évolution est laborieuse, mais on s'approche très très fort de cet état de perfection, de la paix universelle, de la fraternité absolue, la fin des frontières, la mise en commun de tout, c'est-à-dire tout qui passe au niveau du patrimoine universel. Donc l'homme est débarrassé en somme de ses soucis. Parce qu'en fait, posséder des choses, c'est un problème, on le sait. Donc si tout est mis en commun et entretenu par chacun, c'est évident que l'humanité, à un certain moment, peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, comprendra que c'est bien plus intéressant de ne plus avoir de possession pour jubiler de l'existence, pour jouir de l'existence. Donc c'est ça qui attend l'humanité. La fin du travail. Donc il faut évidemment que tout soit accompli, que l'humanité soit concrétisée pour que les hommes n'aient plus besoin de construire, mais besoin juste d'entretenir ce qui est construit, de manière à ce que partout où on se promène, on soit logé, nourri gratuitement, qu'il y ait que tout soit en commun, quoi. Voilà. Et alors, c'est comme ça que j'imagine ce paradis. Ça pourra être autre chose peut-être, mais d'après mon analyse, c'est ce vers quoi nous allons. C'est pas pour rien qu'on commence à faire passer au patrimoine universel tout un tas de choses. On commence à penser à mettre l'air, à mettre les forêts, à mettre les rivières, à mettre les mers, les océans, l'espace, etc., au patrimoine universel, comme on a mis les œuvres d'art. Voilà. Donc, cette idée de patrimoine universel, c'est ce qui va se profiler. Alors, évidemment, il va y avoir tous ceux qui ont intérêt à préserver la propriété privée, ce dont on va parler d'ailleurs, en réfléchissant à partir du travail de Murray-Rothbard, l'anatomie de l'État. J'ai trouvé quelqu'un qui lisait ce texte et donc je m'appuie sur cette lecture pour commenter et critiquer un petit peu ce dont il s'agit, voir si c'est intéressant, voir ce qui est intéressant, ce qui l'est moins, etc. dans cette proposition. En tout cas, la proposition de la liberté absolue proposée par Murray Rothbard, eh bien oui, effectivement, l'humanité, lorsqu'elle aura atteint sa perfection, elle aura atteint la liberté absolue. Mais ce qui voudra dire qu'il faut que l'ensemble humain soit entièrement pacifié, que l'homme ait résolu tous ses problèmes psychologiques, que plus aucun homme ne représente un danger pour ses congénères. Donc il faut qu'on ait résolu toutes nos pathologies qui font que on a la jalousie peut amener la violence, la criminalité, le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, le goût de la prédation, etc. Tout ça entraîne toutes sortes de violences que l'humanité connaît. Et la violence d'État également, c'est lié à nos pathologies, tout simplement. C'est pas... voilà, c'est... la guerre en Ukraine, c'est la pathologie de certains dominants qui s'est exprimée et qui, au final, vont faire 1 million de morts. Mais en fait, c'est des orgueils qui sont posés là, des désirs de dominer l'autre, les désirs de maîtriser l'expansion de l'autre, etc. Enfin, c'est un peu pathétique quand on se rend compte de la gaminerie qui conduit à ces massacres et à
à toute la violence que l'on connaît. Donc ça, on arrivera à le gérer, on arrivera complètement à anéantir cette aptitude de l'homme à s'affirmer aux dépens d'autrui, à maltraiter autrui. C'est pour dans pas longtemps, peut-être 2 siècles, 1 siècle, 2 siècles, on aura résolu ce problème-là. Voilà. Et donc, le but, c'est d'atteindre le bonheur absolu. Le bonheur absolu, c'est l'extase. C'est l'éveil, c'est le nirvana pour certaines spiritualités. En fait, c'est atteindre cet état de fusion avec le principe à l'origine de l'univers. Pourquoi on va vers cette finalité ? On ne peut pas le savoir encore. Mais en tout cas, on peut comprendre qu'on va là-bas. Sauf qu'on ne peut pas savoir quelle est la raison. Nos descendants le comprendront s'il y a du divin ou pas, comprendront qu'est-ce que c'est que la matière réellement. On se rapproche de la compréhension de la matière. On voit bien que dans son absolu, il n'y a plus de matière. Donc c'est une illusion de matière. Mais on va véritablement comprendre ça. On va comprendre pourquoi il y a un univers plutôt que rien. Qu'est-ce qui a mis en œuvre cet univers ? Comment cet univers s'est formé ? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur de Planck ? Qu'est-ce que c'est que voilà tout ce qui a engendré cette chose incroyable dans laquelle nous sommes ? Et on comprendra le rôle de l'humanité. Pourquoi nous sommes présents dans ce tel monde ? Nous avons un rôle. L'humanité a un sens. Chaque être humain a un sens à l'intérieur du sens de l'humanité. Nous avons tous du sens. Nous sommes tous très importants au même titre. Tous, à égalité, nous sommes importants pour cette évolution vers la perfection. Voilà l'introduction. Alors je reprends la lecture, l'écoute et le commentaire à partir de cet audio. Ah ben mince. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Voilà, alors, on était vers 3 et quelques. Moi, je pense que ça sera par là. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il n'y a pas de son là ? Une autre partie restrictive de la Constitution américaine, détournée de son intention première, n'est renforcer le pouvoir en lui fournissant la puissante assistance d'un souverain invisible auquel il tendait et réussissait à s'identifier. De même, avec... Donc, c'est la lecture de l'anatomie de l'État de Murray Rothbard qui est un chantre du libertarisme. Et donc, c'est une attaque en gros de l'État. Il essaye de pointer tous les défauts de l'État, tout ce qu'engendre de négatif l'État, parce qu'il préconise un État minimum. C'est la philosophie du libertarisme. Et les libertariens, c'est ceux qui sont en train de prendre le pouvoir aux États-Unis, avec les Elon Musk, les Trump, la Silicon Valley et compagnie. Pas tous, bien entendu, mais c'est une idée qui est en train d'émerger. Donc, il est important de l'analyser, de voir sa pertinence, si elle est réalisable, etc. Avec des doctrines plus spécifiques, les droits naturels de l'individu, sanctifiés par John Locke et dans la Bill of Rights, c'est-à-dire la Déclaration des droits, devinrent un droit au travail étatiste. L'utilitarisme est passé des arguments pour la liberté aux arguments contre la résistance aux invasions de l'État dans la liberté. La tentative, certainement la plus ambitieuse d'imposer des limites à l'État, fut la Bill of Rights, donc la Déclaration des droits, et autre partie restrictive de la Constitution américaine, dans laquelle les limites écrites envers l'État devinrent la loi fondamentale, devant être interprétée par un pouvoir judiciaire supposé indépendant des autres branches de l'administration. Tous les Américains sont familiers du processus selon lequel la construction des limites dans la Constitution a été inexorablement élargie sur le siècle dernier. Mais peu ont été aussi fins que le professeur Charles Black pour voir que l'État avait, ce faisant, largement transformé la sanction judiciaire elle-même d'un dispositif limité en un autre instrument encore,
permettant de conférer une légitimité idéologique aux actions étatiques. Car si un verdict judiciaire d'anticonstitutionnalité est un puissant frein au pouvoir étatique, un verdict implicite ou explicite de constitutionnalité constitue une arme redoutable pour encourager l'acceptation publique d'un pouvoir étatique toujours plus large. Le professeur Blake débute son analyse en soulignant la nécessité cruciale de la légitimité pour que toute administration perdure. Cette légitimation signifiant essentiellement l'acceptation par une majorité de l'administration et de ses actions. L'acceptation de la légitimité devient un problème tout particulier dans un pays tel que les États-Unis, où des limites substantives sont intégrées à la théorie sur laquelle l'administration repose. Ce qui est nécessaire, ajoute Blake, est un moyen par lequel l'administration peut assurer au public que la croissance de ses pouvoirs est bien constitutionnelle. Et ceci, conclut-il, a été la principale fonction historique de la sanction judiciaire. Laissons Blake illustrer le problème. C'est un peu compliqué. Le risque suprême pour l'administration est celui de la désaffection et un sentiment d'indignation largement répandu dans la population et de la perte de l'autorité morale de l'État en tant que tel, quelque temps que dure son soutien via la force ou l'inertie ou l'absence d'une alternative attrayante et immédiatement disponible. Presque tout le monde vivant sous une administration au pouvoir limité doit... Alors, la coercition de l'État, c'est oui, effectivement la force, la soumission volontaire, c'est globalement ce qu'on accepte dès notre enfance. Il y a des règles, on nous encadre pour en accepter les règles qui font partie de notre monde. Mais évidemment que c'est valable tant que un système, tant qu'un État répond, tant qu'un État est bienveillant et à peu près bienveillant pour son peuple. Quand il outrepasse cela, le peuple se révolte, quoi qu'il arrive. Alors, même si un État peut réussir à neutraliser une révolte, la révolte, elle fait son travail. La révolte de la commune, elle a engendré tout un tas de pensées nouvelles derrière, même si elle a été massacrée et bloquée dans le sang par la force de l'État, de la maréchaussée, de l'armée et du pouvoir religieux. Mais derrière, elle a continué ses idées, ses expériences. Cette expérience a été fondamentale pour le reste de l'évolution. Donc, quoi qu'il arrive, c'est toujours une révolte est toujours présente, elle est toujours là. Et c'est pareil aujourd'hui avec la dernière révolte, celle des Gilets jaunes. Même si elle a été aussi neutralisée par la violence, avec les conséquences qu'on connaît. Cette révolte continue à travailler l'humanité de façon plus subtile que dans le moment de révolte, évidemment. Tôt ou tard être soumis à une action étatique qu'il considère à titre personnel comme hors du pouvoir étatique ou comme formellement interdite à l'administration. Un homme est appelé sous les drapeaux, bien qu'il ne trouve rien sur sa mobilisation dans la Constitution. On dit à un agriculteur combien de blé il peut récolter. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Dans les critiques de Murray Rothbard, il y a des choses fondamentales. Justement, dans la critique que formulent les libertariens, il y a des choses très importantes. Et celle-là est en quelque sorte notée. Il n'y a rien qui dit, quand nous avons élu le président actuel de la République française, il n'y a rien qui dit qu'on lui donne tous les pouvoirs pour déclencher une guerre, pour soutenir une guerre, pour engager sa voix dans une guerre, etc. Tout ça,
alors même si c'est certainement entre les lignes dans ses attributions, mais il ne le répète pas à chaque fois qu'il y a une élection. Ça n'est pas répété. Et parce qu'à ce moment-là, peut-être que le peuple dirait, mais ça, on ne veut pas vous donner cette prérogative de pouvoir déclencher une guerre. Et une fois que vous déclenchez une guerre, on ne peut pas faire autrement qu'y aller. Il n'y a plus la liberté de l'humain, elle n'existe plus à ce moment-là. Et le libertarien a raison de penser à la liberté absolue qui devrait pouvoir dire non, je ne veux pas donner ma vie pour cette guerre, je ne veux pas aller, c'est pas mon choix, je ne veux pas faire ça, voilà. Et donc là, il y a quelque chose qui est vraiment à modifier. L'État, à mon sens, il est fondamental pour longtemps dans l'évolution de l'humanité. On aura besoin de l'État, d'un système d'État, mais il y a beaucoup de choses qu'on devrait neutraliser, qu'on devrait borner, qu'on devrait limiter. C'est beaucoup trop laxiste ce qu'on offre à un chef d'État, à un chef de gouvernement. La liberté qu'on lui offre, elle est au détriment du peuple en réalité. Le peuple devrait borner, limiter tout cela. Et découvre que des avocats respectables croient avec lui que l'administration n'a pas plus le droit de lui dire combien de blé il peut cultiver que de dire à sa fille qui elle peut épouser. Un homme est envoyé au pénitentiaire fédéral pour avoir dit ce qu'il voulait, et il fait les 100 pas dans sa cellule en récitant « Le Congrès ne fera aucune loi restreignant la liberté d'expression ». Mais en même temps, voilà, on peut voir que l'État, le système étatique, en fait, il n'est pas si idiot que ça. Il apporte des choses. Par exemple, sur le coût du blé. Eh bien, la guerre étant, en Ukraine, vraisemblablement, l'État français a induit les organismes de l'agriculture à engager les agriculteurs à faire plus de blé parce que c'est ce dont le peuple aura besoin. Donc, il y a un système qui peut permettre de protéger parce que la vision du politique apporte un plus à la vision du paysan ordinaire de français qui n'aura peut-être pas la présence d'esprit de dire bon ben il y a cette guerre là-bas, il faut que je fasse, etc., etc. Par exemple. Donc c'est un des pôles où l'État aussi a de l'importance à mon sens. Le danger est si réel que chacune de ces personnes, et qui n'en ferait pas partie, confrontera le concept d'administration limitée avec la réalité, comme elles l'aperçoivent, en l'outrepassement flagrant des limites actuelles, et tire la conclusion évidente quant au statut de la légitimité de son administration. Ce danger est évité par la doctrine proposée par l'État où un organisme doit avoir la décision finale sur la constitutionnalité et que cet organisme, en dernière analyse, doit faire partie de l'administration fédérale. La fonction première et la plus nécessaire de la Cour suprême a été celle de la validation et non celle de l'invalidation, ce dont un gouvernement de pouvoir limité a besoin, au début et pour toujours, sont des moyens de convaincre les gens qu'il a pris toutes les mesures humainement possibles pour rester dans les limites de ses pouvoirs. C'est la condition de sa légitimité, et la légitimité à long terme est la condition de sa survie. Et la Cour, à travers son histoire, a agi comme la légitimation du gouvernement. Car tandis que l'apparente indépendance de la justice fédérale a joué un rôle vital à faire de ses actions de saintes écritures virtuelles pour la masse du peuple, il est également toujours vrai que le pouvoir judiciaire fait partie intégrante de l'appareil étatique. Alors oui, c'est vrai, mais on mesure là qu'il n'est pas parfait, évidemment, le système et le système juridique, la justice, elle n'est pas juste, elle n'est pas, etc. Mais elle tend vers cela. On peut travailler dessus. C'est pas comme si c'était une justice privée.
Voilà, le principe de l'État, malgré tout, il fait le maximum au fond, avec tous les défauts que l'être humain a, et donc avec la possibilité de corrompre une partie de la justice, etc., etc., ou de vouloir le corrompre. Mais on voit à quel point, malgré tout, l'évolution, elle est grandiose, parce qu'il y a 100 ans ou il y a 200 ans, euh, un chef de l'État qui aurait cherché à corrompre un juge, ça serait passé à l'as, il aurait corrompu et il aurait certainement rien n'aurait filtré et ça aurait marché quoi. Et même peut-être il serait jamais passé par le principe de la justice. Et là on voit à quel point, eh bien, ça marche pas. Voilà, ça marche plus déjà là. Alors, c'est pas encore parfait, mais on avance vers cette perfection. Et cette perfection, elle viendra. Et est nommé par les pouvoirs exécutifs et législatifs. Blake admet que cela signifie que l'État s'est érigé en juge de sa propre cause, violant ainsi un principe juridique fondamental visant des décisions justes. Il nie catégoriquement la possibilité de toute autre lecture. Pour Blake, cette solution dilettante, bien que paradoxale, est évidente. Le pouvoir final de l'État doit s'arrêter là où la loi l'arrête. Et qui fixera la limite? Et qui imposera l'arrêt contre le pouvoir le plus puissant? Eh bien l'État lui-même, bien sûr, par l'intermédiaire de ses juges et de ses lois. Qui contrôle le tempéré? Qui instruit le sage? Lorsque les questions concernent le pouvoir étatique dans une nation... il est clair qu'il serait bien qu'il y ait un système qui puisse gérer, qui puisse borner, limiter, cadrer, surveiller l'État. Et je crois que ça existe, hein, ces systèmes. On a drôlement évolué malgré tout dans l'humanité. Hein, entre le moment où on était dans la royauté et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'avancées et de subtilités. Donc je pense qu'il y a ce système. Mais c'est clair qu'un système où le peuple pourrait surveiller l'État, c'est-à-dire que dans chaque commune, un petit groupe de personnes les plus éthiques, ceux qui sont choisis comme étant les plus éthiques, pourraient avoir un regard, une surveillance de l'État et des administrations. Ça serait quelque chose peut-être d'intéressant à vérifier, à penser. Souveraine, il n'est pas possible de choisir un arbitre extérieur à l'administration. Chaque administration nationale, tant qu'elle est administration, doit avoir le dernier mot sur son pouvoir. Blake ajoute, le problème alors est de concevoir de tels moyens de décision étatique qui pourront, il est parié, réduire à un minimum tolérable l'intensité de l'objection que l'administration est juge de sa propre cause. Cela fait, on ne peut qu'espérer que cette objection, bien que théoriquement toujours défendable, perdra assez de sa force en pratique pour que le travail de légitimation de l'institution décidant puisse se voir accepté. En dernière analyse, Blake estime que l'accomplissement de la justice et de la légitimité à partir du jugement perpétuel de l'État sur sa propre cause comme chose tenant du miracle. Cette qualification de miraculeux de l'État en rappelle la justification faite par James Burnham via le mysticisme et l'irrationalité. Dans les temps anciens, avant que les illusions de la science aient corrompu la sagesse traditionnelle, les fondateurs des villes... Alors, là aussi, c'est un peu critique. Oui, effectivement, la science, elle a maltraité les connaissances traditionnelles, etc. Et on est en train de revenir là-dessus. On est en train de pouvoir aller s'appuyer sur les connaissances traditionnelles, sur la médecine parallèle, etc., sur la médecine traditionnelle, sur les découvertes ancestrales de l'humanité. Il y a eu sans doute un passage un peu narcissique de la science qui, après avoir été tellement maltraitée aussi pendant des siècles, cantonnée derrière l'Église, où il fallait faire allégeance, etc. Eh bien, quand elle a pris le pouvoir, quand elle a réussi à passer devant, elle est tombée un peu dans la toute-puissance. De la même manière, et c'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui encore dans
dans cette médecine allopathique, c'est ça, je crois, qui est toute puissante. Mais on commence à comprendre que c'est, on perd des choses en restant à ce niveau-là. Et je pense que c'est à tous les niveaux que ça évolue et que les choses changent et que l'Occident, justement matérialiste, est en train de commencer à éclairer, à ouvrir son cadre, à s'évaser pour pouvoir être beaucoup plus inclusif que ce qu'il a été pendant des siècles. Connus pour être des dieux ou des demi-dieux. Ni la source, ni la justification de l'État ne peuvent être formulées en termes totalement rationnels. Pourquoi devrais-je accepter le principe héréditaire ou démocratique ou tout autre principe de légitimité ? Pourquoi un principe devrait-il justifier la domination de cet homme sur moi ? Eh bien, tout simplement, ça oui, justifier que la domination d'un homme sur soi, il n'y a pas de justification là-dessus. Mais ça, on le dépassera. Mais pourquoi on doit justifier et accepter, par exemple, la démocratie, l'évolution, l'État, le système ? Tout simplement parce que c'est inclus dans notre évolution. Il y a eu un moment où il n'y avait pas d'État, il y a eu un moment où c'était juste des groupes, des petites troupes d'individus qui parcouraient le monde, qui se rencontraient au hasard, etc. Puis plusieurs se sont sédentarisés, ont créé un petit village, une petite tribu, etc. Puis plusieurs tribus se sont associées. Il y a tout un mécanisme de l'évolution pour devenir des cités, puis les cités ont évolué, plusieurs cités se sont réunies pour devenir des pays, et puis les pays sont en train de se rassembler au niveau continental pour devenir des communautés de pays, de nations, etc. Donc ça, c'est la marche de l'évolution de l'humanité. Donc la démocratie, elle fait partie de ce moment d'évolution. Ce n'est pas un moment d'involution, c'est un moment d'évolution. Et donc, peut-être qu'il y aura autre chose derrière la démocratie, peut-être qu'il y aura autre chose derrière l'État, etc. Mais c'est un processus. Donc, on ne peut pas le trouver injuste, trouver qu'il n'a pas de raison d'être. Il a une raison d'être au sein de l'évolution de l'humanité. La démocratie, l'État. J'accepte etc. le principe, eh bien, parce que je l'accepte. Parce que c'est comme ça, et parce que cela le fut. Non, parce qu'il y a une raison. Petit aparté pour vous dire que j'ampute ce chapitre d'un court passage dans lequel Rothbard cite une décision de justice américaine un peu complexe. Mais reprenons dès à présent notre lecture. Voilà, on arrête là pour cette vidéo. C'est juste... il me semble qu'il y a un côté extrêmement révolutionnaire dans le sens où ça veut abattre le monde d'avant, quoi. Ça veut abattre 50 000 ans d'évolution. C'est pas possible. Voilà, c'est un peu comme un philosophe qui aujourd'hui voudrait détruire la morale de Socrate ou la morale, la pertinence du christianisme dans l'histoire, non, ou du judaïsme ou de l'islam ou du bouddhisme ou de l'hindouisme. On peut critiquer les choses, mais on ne peut pas leur enlever du sens. La démocratie, elle a un sens comme les religions, les grandes religions ont un sens. Elles ont apporté quelque chose de fondamental. À un certain moment, elles apportent peut-être moins ou plus, mais ça a été important. Voilà. Et on ne peut pas balayer les choses comme ça parce qu'on a une velléité contre l'État, préconiser que cet État est de trop, qu'il est illégitime, qu'il n'a pas qu'il ne repose sur rien. Non, il repose sur une histoire de l'évolution. Et il est arrivé à un point, à un moment où l'État s'est constitué, où les hommes ont constitué un État pour des raisons bien précises. Voilà. Et donc, ce n'est pas insensé, ce n'est pas quelque chose d'insensé.
Voilà, chers amis, je vais arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner, de visiter le site Mécanique Universelle et de laisser des commentaires si vous trouvez ça un peu intéressant et de partager le lien avec vos amis ou avec votre site. Merci, au revoir.